On enchaîne rapidement, désolé pour le retard. Julie Martinez, qu'on connaît tous ici, porte-parole du PS. Elle est DG de France Positive, essayiste aussi. Elle va animer cette magnifique table ronde en conclusion de cette journée et demi-journée sur les solidarités. Je laisserai te présenter les intervenants. On a parlé ce matin d'économie, de formation. On a des vagues de départ assez substantielles. C'est pas grave. On a parlé formation, on a parlé solidarité, la culture, l'immigration. Maintenant, on va parler de la ville, ce bastion de résistance. Il y a des conflits, comment on les importe, comment on lutte contre leurs importations. Place au débat. Merci, Julie. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous. Bonsoir. Je suis fan, grande fan. Plus tard, Dominique. Merci à ceux qui restent. Madame, monsieur, bonsoir. On va parler effectivement d'un sujet essentiel en ce moment, à fortiori. Est-ce qu'on peut fermer la porte pour avoir un peu de calme avec ceux qui restent? Ce serait trop bien. Super, donc on va parler d'un sujet important, à fortiori en ce moment, avec l'instabilité politique qu'on connaît dans le pays. Et je suis très contente que Monsieur le maire Patrick Haddad nous donne l'opportunité de pouvoir en parler. Est-ce que la ville peut être le dernier bastion face aux grands bouleversements mondiaux et nationaux? C'est une vraie question, et derrière cette question, je pense qu'elle n'est pas fortuite, c'est qu'elle fait aussi place à une intuition qu'on a tous face aux dérèglements climatiques, face aux bouleversements géopolitiques internationaux, face à l'instabilité politique nationale. Comment est-ce que la ville peut être l'échelon qui remet de l'apaisement, qui remet du pouvoir d'agir auprès d'une population qui est frappée de plein fouet, effectivement, par ces grands bouleversements? Pour préparer la table ronde, je me suis plongée un peu dans quelques écrits, et ce qui était intéressant, c'était de voir que dans l'histoire un peu plus longue, la ville avait en fait été déjà ce bastion face à d'autres dérèglements globaux que des citoyens de l'époque avaient pu connaître. C'est pas pour rien que bonjour. Au Moyen-Âge, il y avait un adage qui disait que l'air de la ville rend libre, au sens où finalement la ville, la cité était capable d'émancipation et de pouvoir d'action pour de nombreux citoyens. Donc là, pour parler de ce sujet-là, monsieur le maire a réuni, je crois, 3 esprits très complémentaires et que je suis ravie d'accueillir ce soir. Cédric Lauré, d'abord. Alors, est-ce qu'il est avec nous? Ah, pardon, je ne vous avais pas vu. Venez, rejoignez-moi. Vous êtes directeur général délégué de Polylogis et vous élaborez et pilotez des politiques publiques. Donc, en tant qu'acteur du logement social et de l'aménagement urbain, j'imagine que vous nous parlerez de la ville comme territoire d'action face justement au changement climatique et surtout aux fractures sociales. Nous accueillons également Frédéric Gilly qui est ici. Quelques applaudissements quand même, on a une super table ronde. Économiste reconnu, spécialiste des questions métropolitaines et de l'économie urbaine. Vous êtes auteur de La France en perspective, Imaginez 2050. Et puis Johan Sportouche, alors je ne sais pas s'il nous manque une... Moi je veux bien laisser ma chaise, il n'y a pas de souci, ça me fera grandir. Johan Sportouche, encore quelques applaudissements s'il vous plaît, puisque vous êtes un urbaniste et philosophe, fondateur de LDV Studio Urbain. Vous êtes auteur du livre Pour un urbanisme du Caire, l'attention à l'autre pour refaire société. Et dans le cadre de la préparation de cette table ronde, vous m'avez expliqué que vous aviez une approche qui finalement part des vulnérabilités, des besoins réels, plutôt que de partir de la question que de nombreux spécialistes se posent lorsqu'on conquiert une ville, qui est comment la rendre attractive. Voilà, vous partez vraiment des besoins humains. Donc pour commencer, peut-être qu'on va... Ah, j'ai une chaise, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut commencer avec vous, Frédéric Gilly. Dans le cadre de vos travaux, donc dans La France en perspective... non, pardon. Rappelez-moi le titre de votre essai. C'est bien ça. France en perspective, Imaginez 2050. Vous m'avez indiqué avoir travaillé justement sur ces grands bouleversements mondiaux. Donc pour qu'on parte tous des mêmes postulats, en tout cas qu'on comprenne les termes du débat, peut-être que vous pouvez revenir sur ces grands bouleversements, comment est-ce qu'elles frappent la ville. Et puis moi, je vous interrogeais juste avant d'arriver et vous ne m'avez pas encore répondu en détail, et je pense que ça pourra intéresser tout le monde. C'est un peu contre-intuitif lorsqu'on sait que la ville, finalement, concentre à la fois des richesses, de grandes opportunités, mais également des inégalités et des fractures sociales. Est-ce que c'est vraiment à l'échelon de la ville qu'on peut aujourd'hui se dire que ça va être le pouvoir d'agir récupéré au niveau du citoyen face à ces grands bouleversements? Est-ce que c'est le bon échelon? Voilà, je vous lance dans le bain pour commencer en tout cas ces discussions.
Bien, merci de cette invitation. Je vais être assez bref, comme ça permettra d'être en échange, vu que vous êtes à peu près aussi nombreux dans la salle qu'à la tribune. On va pouvoir discuter à égalité, sans aucun problème. Donc, quand on a travaillé sur le livre, sur la France en perspective, Imaginer 2050, en gros, ce qu'on regarde sur les prochaines années, il y a effectivement 3 énormes bascules qui s'avancent. C'est les transformations climatiques, les transformations démographiques et les transformations économiques. Et les 3 vont avoir des conséquences extrêmement majeures sur nos villes. Si on prend les questions, les questions climatiques, c'est à la fois plus chaud, c'est beaucoup plus extrême dans les variations et dans les événements. Et évidemment que si on prend juste la question de la chaleur, ça va être particulièrement renforcé dans les villes avec les questions d'îlots de chaleur. Et en même temps, c'est aussi un des endroits, les villes, dans lesquels on a potentiellement le plus d'impact possible sur l'effet de la chaleur sur nos cadres de vie. Parce que selon que ou pas on fait de l'adaptation, on a une politique d'espace public, de gestion individuelle ou collective des situations, etc., on peut avoir des vrais impacts sur la qualité de vie et sur la façon dont les populations, en fonction de leur âge, de leur catégorie sociale, de leur quartier d'habitation, etc., vont être ou pas impactés par le sujet. Donc, le deuxième sujet, c'est la question de la démographie. Alors sur la démographie, on l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure avec la question de l'immigration. C'est-à-dire que, évidemment, en gros, la population française, selon les différents scénarios, plafonne entre 2040 et 2050. La population active plafonne entre 2035 et 2040. Et en gros, on a besoin d'à peu près 6 millions d'immigrés en plus pour à peu près stabiliser notre marché du travail. On ne parle même pas là d'équilibrer les comptes sociaux. On parle de faire tourner les EHPAD, les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, les usines. Ça ne marche plus, quoi. Quand on regarde les statistiques de l'OCDE, la France a un différentiel de croissance cumulé de 2-3 points par rapport à la Grande-Bretagne ou à l'Allemagne à horizon 2060, uniquement du fait des estimations et des projections de l'OCDE sur les politiques migratoires différenciées. L'OCDE estime qu'on risque d'avoir en France une politique plus restrictive que les 2 autres pays et ça va bloquer notre appareil productif. Après, le deuxième élément, c'est, et ça va avoir des effets très différenciés en fonction des villes et des territoires. On a fait tourner les scénarios en fonction des territoires sur le scénario haut et le scénario bas d'immigration de l'INSEE. Et on voit qu'en gros, les départements ne sont pas du tout affectés de la même manière. C'est une politique restrictive au niveau national. Il y a des territoires qui vont vraiment tirer la langue, notamment les territoires les plus vieux, pour lesquels on va avoir des déséquilibres majeurs sur le marché du travail, avec des défaillances très importantes. Les territoires métropolitains, c'est plus noyé dans la masse, je dirais, les différentiels. Et je reviens sur cette question de vieillissement. Le vieillissement est le principal défi qu'on va avoir à relever. Et de ce point de vue-là, ça a des impacts majeurs, notamment sur le marché immobilier et sur les besoins de services publics. Sur le marché de l'immobilier, vous avez à peu près une quinzaine de départements dont la moitié du parc, 50% des logements reviendront sur le marché entre 2035 et 2040. Donc ça veut dire un effondrement complet des valeurs des valeurs immobilières, pardon. C'est un crash, quoi. Les maisons valent plus rien parce qu'en fait, il y en a plein à vendre et il n'y a pas assez à acheter. Et le deuxième élément, c'est qu'on va avoir des territoires. La France va vieillir, mais il va y avoir des territoires qui vont devenir plus jeunes en 2050 qu'aujourd'hui. Et donc en fait, on va avoir des différentiels extrêmement puissants de demande de services publics et de nature de services publics. Et notre État n'est pas du tout adapté pour faire de la différenciation à ce niveau-là. Donc on risque d'avoir des vrais sujets de cette nature-là. À l'intérieur des villes comme entre les villes, les situations vont être extrêmement variées. Et le dernier point, c'est les questions économiques. Évidemment, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et de l'économie numérique, pas juste sur, même si ça va avoir un impact, sur la modernisation des services publics et la transformation complète des administrations du fait de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les processus bureaucratiques, publics comme privés. Mais aussi parce qu'avec l'économie numérique derrière, on a tout ce que ça embarque comme choc sur les ressources, sur l'Organisation mondiale de l'économie, et donc derrière en direct sur la géopolitique et les conflits
auxquelles on va être confronté. Pour le faire très rapidement, et à l'époque du charbon et de l'acier, ça pète autour des mines de charbon et de fer. Au moment, entre l'Alsace et la Lorraine, au moment de l'économie du pétrole et du gaz, ça pète dans les zones Moyen-Orient où on a des grosses réserves de pétrole et de gaz. Et aujourd'hui, on voit que les tensions arrivent au Sahel, dans la région des Grands Lacs, en Asie centrale, qui sont tous les endroits où on a des terres rares et où en gros les grandes puissances économiques et les grands intérêts économiques planétaires vont se ruer dessus. Et ça va sévèrement schlapper. Donc, et ça, de ce point de vue-là, qu'est-ce que les villes, elles peuvent en fait, alors, par rapport à tout ce que j'ai dit auparavant, évidemment, les villes sont au front, quoi. Sur le dernier sujet, c'est plus délicat et c'est là où peut-être votre question se pose le plus nettement. C'est-à-dire que on a souvent tendance à dire que la ville, c'est l'endroit où on peut faire de la démocratie qui compte vraiment, parce qu'en fait, si les gens demandent un banc, on peut leur faire réfléchir sur la couleur du banc, l'emplacement du banc, et ils vont voir concrètement que le banc arrive. En fait, c'est pas de ça dont les gens doutent. Les gens doutent d'avoir du pouvoir sur la transformation puissante des sociétés dans lesquelles ils vivent. Est-ce qu'on a ou pas le moyen de diminuer les inégalités? Est-ce qu'on a ou pas le moyen de créer plus de richesses ou de les distribuer différemment? Ça, c'est des questions que les villes devraient pouvoir traiter. Et la grosse question qui nous est adressée, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on va faire des villes des territoires démocratiques, pas au sens où on ferait plus de participation citoyenne pour discuter des bouts de cerises, mais où, en fait, on discuterait collectivement des grands enjeux politiques qui se posent à tous, à toutes les échelles, et qu'on les saisirait localement. Pour terminer sur un tout petit point, il se trouve qu'en 2017, on travaillait sur on avait appelé ça la porte de Malakoff. Elle n'existe pas, la porte de Malakoff, mais c'est entre la porte de Brancion et la porte de Vanves. Et au niveau où il y avait la tour de l'INSEE. Et on demande aux habitants, si je vous dis le monde, la France, Paris et la porte de Malakoff. Et il y en a plusieurs qui nous ont répondu, mais en fait, le monde est tellement désorienté. La France, on sait tellement peu comment ça bouge, qu'en fait, là, ça vaut le coup de s'investir et de penser. Mais ils ne pensaient pas, je m'investis dans la proximité. Ils pensaient, là, on a de quoi jouer sur des sujets importants qui sont les relations Paris-banlieue, les questions d'inégalité et de tension entre d'un côté et de l'autre du périphérique. Et là, je peux donner un sens politique à mon engagement. Et donc, ce n'est pas de la proximité colibri, c'est de la proximité hyper politique. Merci beaucoup. Cédric Loret, peut-être que vous voulez réagir. Je sais que vous parlez de la ville comme territoire d'action, justement, sur des questions très pratiques de fracture sociale, mais plus générale également de dérèglement climatique. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos? Ouais, je suis entièrement d'accord avec le fait que c'est la bonne échelle pour agir sur un certain nombre de questions de société et de transformation du monde qui nous interpellent. Alors, si on s'arrête sur la question purement climatique, c'est là où on a les moyens d'agir et de faire comprendre aussi à nos concitoyens qu'ils ont des leviers pour avoir un impact à un moment donné sur une toute petite échelle, mais c'est la question du colibri, chacun avec sa petite goutte. Et la ville, c'est le bon exemple parce que, on y observe assez facilement les effets du changement climatique à certains moments de l'année. Typiquement l'été en période de canicule, ou dans certaines régions en France, quand on est dans des phases où il y a une forte précipitation et des inondations. Donc c'est le meilleur moyen, quelque part, d'avoir l'expérience des effets du changement climatique dans son quotidien. Et c'est en même temps le lieu où on peut discuter collectivement avec les différents acteurs, donc moi, citoyen, entreprise, collectivité locale, sur les solutions qu'on peut mettre en place. Alors parmi les entreprises, je vais parler de celles que je connais le mieux, c'est plutôt les bailleurs sociaux et les acteurs de l'immobilier, mais c'est clair qu'on est des partenaires des politiques de transition écologique des collectivités qui souhaitent s'y investir. On le fait quand on intervient dans des projets de rénovation énergétique du patrimoine, quand on a pu faire aussi, aux côtés des collectivités de l'ANRU, des projets de transformation des quartiers. On le fait aussi quand on réfléchit collectivement à la manière dont on peut amener la mobilité électrique ou des mobilités alternatives dans la ville. On a un rôle à jouer demain dans le développement du véhicule électrique et on peut jouer un rôle aujourd'hui dans des réflexions qui touchent à l'aménagement de l'espace public et comment je fais entrer les mobilités douces. Donc ça, c'est une manière d'avoir un impact et d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Sur l'adaptation au changement climatique, c'est clair qu'on va non seulement devoir travailler sur le bâti
donner des conseils sur l'usage de son logement pour bien vivre en période de canicule, mais on va aussi devoir transformer nos villes pour qu'elles puissent s'adapter à ces effets, et notamment si on en vient à la question pluviale. Certains réfléchissent beaucoup en ce moment à la ville éponge, et c'est complètement ça qu'il faut mettre en œuvre sur cette échelle d'action. Donc ça, c'est purement sur les questions de transition écologique. Tout ce qui était dit précédemment était passionnant par ailleurs, surtout quand on vient du logement social, qu'on réfléchit aux questions migratoires, d'intégration dans notre société, et de façon générale sur le rôle que le logement social peut jouer dans la construction et le développement de la ville. Dans le bon sens comme dans le mauvais d'ailleurs. Parce que dans le bon sens, on pense à la loi SRU. Donc là aussi, c'est quand même, la loi SRU, elle est pensée à l'échelle de la ville, à l'échelle de la commune en tout cas. Et en général, c'est plutôt des villes qui sont avec cette obligation de produire du logement social. C'est un moyen de concrétiser, de mettre en œuvre des politiques de solidarité vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens. Est-ce que pour autant c'est suffisant? Non, puisque quand on voit la loi SRU, elle date des années début 2000, on est en 2025 et il y a encore un nombre considérable de collectivités qui sont en retard, qui voient le logement social comme un problème plutôt qu'une solution, alors que dans ces mêmes collectivités, on a un certain nombre de jeunes qui débutent dans la vie, et quand on débute dans la vie et qu'on vit dans un marché aussi tendu que l'Île-de-France, on est bien content de trouver un logement social. On est bien content, sauf que le logement social, il est en train de tomber en panne. Il est en train de tomber en panne pour deux raisons. La première, c'est que comme de toute façon, les marchés immobiliers, il y a des endroits où c'est un crack et il y en a d'autres où on a des prix qui s'envolent, de toute façon, les locataires aujourd'hui qui sont dans le parc social partent de moins en moins du parc social. Et du coup, ça empêche cette rotation, l'accès au logement social pour les jeunes. Donc ça, c'est vraiment une problématique majeure qu'on rencontre de plus en plus. C'est en panne aussi parce qu'aujourd'hui, on pense le logement social uniquement, enfin les questions de solidarité entre territoires uniquement à travers le développement de l'offre nouvelle. Et le vrai problème qu'on rencontre aujourd'hui, mais ça a été aussi évoqué précédemment, il y a la rénovation, mais il y a surtout l'occupation du patrimoine existant. On a parlé de politique de peuplement précédemment, alors le terme il peut faire peur, mais aujourd'hui c'est quand même un vaste problème qu'on a devant nous, que ce soit les bailleurs sociaux ou les collectivités locales. C'est comment on parvient progressivement à transformer des quartiers et pas seulement en faisant de la démolition. Parce que de toute façon, vous aurez bien compris qu'avec le contexte de finances publiques dans lequel on est, le fait qu'on ait un ANRU 3, ça devient de moins en moins probable, en tout cas dans les 20 prochaines années. Donc comment on fait par rapport au parc existant pour veiller à maintenir des solidarités et faire en sorte que ce soit un vrai, le logement social soit un vrai objet de mixité sociale. Et ce qu'on observe aujourd'hui, puis je m'arrêterai là, je ne voudrais pas être trop long, mais la loi SRU, quelque part, elle force des collectivités qui sont en retard à produire une offre nouvelle. Ces collectivités le font, mais en intervenant sur les 3 produits qu'on a dans le logement social. Je ne vais pas être trop technique, mais le plus social, c'est-à-dire les loyers les plus bas, le logement social classique, et puis le social intermédiaire avec les loyers les plus élevés. Donc aujourd'hui, elles travaillent pour avoir ces 3 produits parce qu'elles ont des obligations d'intervenir sur ces 3 produits. Pour autant, le problème qu'on a aujourd'hui de précarisation progressive du logement social, c'est le problème des grands ensembles qu'on a construits dans les années 60-70, sur lesquels on est coincé par rapport au financement initial de ces grands ensembles, c'est-à-dire les loyers qu'on a pratiqués au début et sur lesquels on a aujourd'hui pratiquement aucune marge de manœuvre, y compris quand le bailleur social et la collectivité font des investissements importants dans ce patrimoine. On reste avec les loyers qu'on a eus dans les années 70 et 80, et donc ça veut dire qu'on conserve un parc qui a une dominante très sociale. Donc c'est quand même difficile d'y faire de la mixité. Merci beaucoup, c'est passionnant. Johan Sportouche, peut-être que vous voulez réagir en rebondissant, mais peut-être aussi en prenant un peu de hauteur, parce que je sais que vous parlez d'urbanisme du Caire comme réponse justement à ces grands bouleversements en partant de l'attention aux vulnérabilités, je crois que c'est le terme que vous avez employé. Vous dites même qu'une ville qui soigne devient un bastion, non pas par sa force matérielle, mais par sa capacité à en prendre soin. Est-ce que vous pouvez peut-être développer ce propos et nous dire comment vous réagissez aux 2 précédents? Merci beaucoup pour cette invitation. Alors je voudrais commencer par trois statistiques qui sont, je crois, assez importantes aujourd'hui et qui signifient justement quelque part, on peut parler de dérèglements mondiaux, mais on peut aussi parler en fait tout simplement de crise qu'on vit ici aujourd'hui en France. Il y a 1 personne sur 4 aujourd'hui qui pense que la démocratie n'est pas le meilleur des systèmes et qu'il faudrait donc en changer. Passer à un système autoritaire.
il y a une personne sur 4 qui pense qu'aujourd'hui, il ne se sent pas réellement français, alors qu'il l'est, ou en tout cas, ne sont pas appartenir à cette identité française. Et il y a une personne sur 2 qui, aujourd'hui, considère que son pouvoir d'achat ne parvient pas, enfin, ne lui permet pas en fait de répondre à ses besoins. Face à ces statistiques-là, je considère que effectivement, et c'est le propos en fait de cette conférence, je considère effectivement que la ville, par le pouvoir que les collectivités peuvent avoir, en l'occurrence sur l'action urbaine, l'action de transformation de la ville, ont finalement un formidable pouvoir, effectivement, pour être ce bastion de stabilité face à ces dérèglements-là. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas assez loin. C'est-à-dire qu'en tant qu'urbaniste, et je le remarque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont on construit la ville, et pour le coup, je caricature, parce qu'en fait, évidemment, il y a des exemples qui sont extrêmement pertinents aujourd'hui en France, dans un certain nombre de villes, mais de manière générale, il existe encore ce que j'appelle, et ce que d'autres appellent, un urbanisme de l'offre, qui aujourd'hui consiste avant tout à transformer la ville, à façonner la ville, de telle sorte à ce qu'elle puisse, quelque part, développer ce qu'on appelle l'attractivité. Et donc, quelque part, en fait, pendant des dizaines de décennies, les villes se sont développées sous le prisme en fait, de l'attractivité, de la compétitivité entre les territoires, du marketing territorial. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, face aux dérèglements mondiaux et face aux crises que l'on affronte aujourd'hui en France même, eh bien, il s'agit de passer d'un urbanisme de l'offre à un urbanisme des besoins. Je vais pas citer une anecdote là qui a été pas largement, mais en l'occurrence qui a été assez relayée dans les médias et qui montre un peu quelque part cette problématique que je constate en fait dans la manière de faire la ville. À Nanterre, donc pas très loin d'ici, l'année dernière, en octobre 2024, a été inauguré par le président de la République lui-même un projet assez dingue. C'est 120 000 m² de bureaux. Peut-être que vous connaissez, ça vous dit quelque chose. Ça s'appelle Arboretum. Et donc, pour le coup, c'est un projet extrêmement vertueux d'un point de vue environnemental, mais qui, en l'occurrence, se pose à Nanterre. On est 120 000 m² de bureaux. Aujourd'hui, alors je vous le donne en mille, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez, mais d'après vous, combien de ces mètres carrés aujourd'hui, sur ces 120 000 m² de bureaux, sont occupés par des entreprises? Pardon? Oui, c'est ça. Vous êtes bien renseigné, monsieur. Effectivement, il y a une vingtaine, 20 000 m² de bureaux seulement, en fait, sont occupés aujourd'hui. C'est un bâtiment qui a été inauguré, je le redis encore, par le président de la République lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on valorise en fait encore un urbanisme qui n'a pas pour but en fait de répondre aux besoins réels des habitants. Et ce que je viens de dire par là, c'est que effectivement, on a une possibilité immense à travers les villes de devenir effectivement un bastion de stabilité, de valorisation des habitants, que l'on puisse trouver là quelque part en fait un foyer de protection, j'ai envie de dire, de réconciliation aussi. Mais encore faut-il s'en donner les moyens. Et pour cela, effectivement, l'urbanisme est, je pense, en fait, un formidable outil pour parvenir effectivement à répondre aux besoins réels des habitants aujourd'hui. Et là, il y a beaucoup de choses à aller modifier en fait dans la manière de faire la ville. Peut-être j'en citerai 2 avant de passer la parole. Aujourd'hui, dans la plupart des appels à projets qui se lancent en fait, dans ce qu'on appelle en fait de la maîtrise d'œuvre urbaine, c'est-à-dire que en fait, lorsqu'on conçoit un nouveau quartier, eh bien, dans la plupart de ces appels à projets,
Eh bien, moi, mon métier, c'est de faire de l'assistance à maîtrise d'usage. C'est de partir des besoins réels pour construire un quartier, pour construire un territoire, pour réhabiliter une friche, etc. Eh bien, dans la plupart de ces appels à projets, aujourd'hui, la compétence AMU, assistance à maîtrise d'usage, n'est pas demandée, n'est pas nécessaire. Alors que, dans les années 90, la compétence mandataire du groupement, aujourd'hui, c'est l'architecte. À l'époque, dans les années 90, c'était le sociologue. Et on est passé dans une logique, finalement, où on partait, quelque part, en fait, du projet social, à une logique qui est purement technique, encore aujourd'hui. Et voilà, c'est déjà juste une première anecdote. Une deuxième, et je terminerai là, c'est qu'aujourd'hui, alors on a parlé beaucoup des quartiers prioritaires, eh bien le diagnostic social, aujourd'hui, avant tout projet urbain, n'est obligatoire que dans les quartiers de politique de la ville. C'est-à-dire qu'en fait, un promoteur immobilier qui souhaite développer tel ou tel logement n'a pas besoin de faire un diagnostic social. Parce que ce n'est pas obligatoire, tout simplement. Et donc à partir de là, comme si finalement la question de la vulnérabilité et la prise en charge de cette vulnérabilité était uniquement dévolue au quartier des pauvres. Et je crois que si en fait on veut se donner réellement les moyens de traiter en fait à travers l'urbanisme ces questions-là, notamment de la prise en charge des vulnérabilités, eh bien effectivement il faut s'en donner les moyens encore une fois. Merci beaucoup pour ces exemples tirés de l'urbanisme. Peut-être de manière plus générale, ou en tout cas dans vos domaines d'expertise, quels sont les leviers d'action que les acteurs locaux, alors les bailleurs sociaux, les maires, ont dans leurs mains pour justement renforcer l'échelon local face à ces grands dérèglements mondiaux, pour renforcer peut-être également les aspects démocratiques que vous avez commencé à aborder? Est-ce que vous voulez répondre à cette question-là? Et puis quels sont peut-être aussi les exemples concrets de, je sais pas, de villes qui, de par leur pratique, alors en France ou dans le monde, ont permis justement de faire de l'échelon local un bastion de stabilité là où on connaît tous ces dérèglements dont on a parlé en première partie? Est-ce que vous voulez réagir d'abord ou peut-être oui? Je notais juste à l'instant le fait d'avoir une approche de plus en plus technique à la place d'une approche sociale. En fait, c'est quelque chose qu'on voit dans à peu près tous les secteurs. C'est la généralisation dans l'action publique de ce que Marx et Weber avaient appelé la cage d'acier de la modernité, qu'on a vu se déployer dans le processus de production industrielle, puis dans le processus de production industrialisée des services, et aujourd'hui dans le processus industrialisé de production des politiques publiques, où en fait on nie l'humain. Or, je pense que si la ville peut avoir, ou le territoire peut avoir un intérêt, un apport dans la recherche de stabilité, c'est précisément en étant un lieu dans lequel on redonne sa dimension humaine à la personne individuelle. Et ça, pour le coup, la politique, elle peut faire, et les élus et les décideurs publics et privés d'ailleurs, peuvent vraiment faire quelque chose là-dessus. Paul Ricoeur, dans une série d'essais, explique comment est-ce que, selon lui, se construit l'individualité, le soi. Et en gros, il y a une question de considération de soi, comment je me vois, comment l'autre me voit, le je tue dont les philosophes parlent, et comment est-ce que cette relation, elle se place dans un cadre collectif. Et donc c'est le moi je et le moi nous, pour le dire de manière très rapide. En fait, quand vous construisez un espace de discussion, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces trois dimensions de l'identité sont explosées. Et ça contribue à ce qu'on se sente tous individuellement plus ou moins mal. Vous voyez, l'augmentation du nombre de suicides, l'augmentation, notamment chez les jeunes. Et en fait, là, pour le coup, la ville, elle peut quelque chose. Parce que moi, je le vis en organisant des réunions publiques. Et alors, on le fait à l'occasion de définition de projets urbains ou de politiques publiques. Mais en réalité, l'intérêt, il n'est pas de parler du projet urbain. Il est de se réunir. Basta. On le fait, en fait, on fait une réunion pour faire une réunion. Et alors, vous avez toujours les spécialistes des politiques publiques, du design, etc., qui vous disent non, mais il faut faire des ateliers hyper précis, Mais plus vous allez définir la cible du public, de l'atelier, du machin, du truc, moins ça va marcher. Parce que vous allez avoir des hyper experts, mais surtout parce qu'en fait, vous allez cantonner la part de la personne
à sa dimension technique. Ce qu'il faut et ce dont on a absolument besoin, y compris les experts. Les experts ont besoin d'entendre toutes les dimensions de la personne, puisqu'à la fin, c'est l'expert qui va écrire. C'est pas la personne, c'est l'expert. Et l'expert, s'il a en face de lui des individus qui jouent à être des experts, ça va pas marcher. Il faut qu'il ait en face de lui des individus qui jouent pas, qui sont eux-mêmes dans toutes leurs dimensions. Et donc vous faites, quand on fait les réunions, moi je cherche le sujet le plus large possible sur l'avenir de la ville. Si je vous dis, là en ce moment je suis en train de faire un travail sur Paris, les questions qu'on a posées, c'est où va Paris? Et sur cette base-là, vous faites des réunions et vous rassemblez les gens. Et en fait, ce que vous avez côte à côte dans la salle... Pardon, petite question, pas pour provoquer, mais vraiment parce que je me la pose. Est-ce qu'en parlant de sujets si généraux et en donnant l'impression que l'interlocuteur en face est en mesure d'y répondre de manière globale, on ne crée pas de la frustration et on ne participe pas au grand bouleversement démocratique quand on n'est pas en mesure d'y répondre techniquement? Je m'entends par les échelons et les strates administratives qui font que les élus locaux n'ont pas forcément ce pouvoir de répondre aux attentes des citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas un levier d'action là qui manque, par exemple, à un maire qui devrait répondre à des questions aussi générales Je vais répondre à deux niveaux. D'abord, sur les questions de est-ce que les gens sont capables de s'en saisir. En réalité, on est dans une démocratie, les citoyens sont libres et égaux. Pas en compétences, mais en citoyenneté. C'est-à-dire que sur un sujet, sur le sens de circulation, on n'est pas égaux. Sur le projet pour l'avenir de notre ville, on est à égalité. Moi, je pense qu'en tout être humain, il y a un philosophe... La question, c'était plutôt pour le dessinateur des propos. Le dessinateur, le problème, c'est qu'en fait... Qui n'a pas forcément le pouvoir d'agir là où les citoyens voudraient qu'il agisse. Alors, c'est un débat que j'ai régulièrement. Alors, en plus, en ce moment, c'est les campagnes municipales voilà, partout. n'est-ce pas? Et en fait, donc, quand vous allez discuter avec... parce que forcément, je discute avec plein d'amis qui sont candidats à droite, à gauche, enfin, à gauche, en l'occurrence. Mais la question, c'est... comment est-ce que je réagis s'il me parle de sujets qui ne sont pas mes compétences? Je dis, ouais, mais en fait, tu ne vas pas être le chef de l'administration municipale, tu vas être la maire de la ville. Donc en fait, si tu étais chef de l'administration municipale, ok, tu te limites à tes compétences. Mais en réalité, il y a tu vas recevoir tout, et après c'est à toi de faire le tri en disant, en fait, ça, je peux y répondre dans mes compétences, ça, on va construire des combats politiques ensemble. Parce qu'en fait, sur toute une partie, j'aurai la réponse plus ou moins facilement, plus ou moins difficilement, mais c'est dans mes compétences. Et sur le reste, en fait, je suis aussi citoyen de la ville et je partage ses problèmes et on va y aller ensemble. Et résultat, ça aide à reconstruire un espace politique. Et les habitants sont tout à fait capables de comprendre et d'entendre, ok, en fait, ça, mais d'ailleurs, petite incise, mais dans ses nombreux bouquins, Habermas, le philosophe allemand, a écrit en gros qu'il y a toute la sphère politique, il y a un espace qui s'autonomise quasiment autour de la sphère politique par rapport à la sphère sociale, et avec des règles, avec des fonctionnements, avec des registres. Et quand les habitants l'ont très très bien compris en fait ça, quand ils viennent voir un maire en lui parlant de sujets qui ne sont pas de sa compétence, c'est pas parce qu'ils sont idiots et qu'ils ne savent pas que c'est pas la compétence du maire. C'est parce qu'ils identifient dans le maire un point d'entrée dans la sphère politique et ils disent, écoute, toi, tu as plus les clés que moi je ne sais pas où c'est. Mais je sais que ce n'est pas ton rôle, mais tu es ma porte d'entrée dans la politique. Donc en fait, je te donne ça et vas-y. Et donc, de ce point de vue-là, on a une tendance à fragmenter tout, à couper en petites tranches de compétences, d'objets, y compris quand on va voir les habitants. Et en fait, ça éloigne de la réponse parce que précisément, comme ce que disait Johan tout à l'heure, ça technicise, y compris le citoyen. Or, on a absolument besoin d'être reconsidérés comme des humains et pas comme des morceaux. Est-ce que vous voulez réagir? De toute façon, on voit bien que la ville, c'est le lieu... là, on change de la ville territoire, mais c'est la ville au sens, il y a une représentation de la démocratie à travers le conseil municipal et l'accès qu'on a plus facilement au maire par rapport aux autres strates qu'on peut avoir dans l'action publique en France. Et c'est vrai que, par ailleurs, on a des politiques publiques locales qui permettent aussi de bien mesurer l'impact de l'action du politique. Et aux autres échelles, c'est beaucoup moins évident. Et d'ailleurs, je pense qu'aux autres échelles, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un impact
par rapport à la ville. Pour autant, on en arrive à un stade où on voit bien, et c'est un peu dans le débat public en ce moment, il y a quand même une dilution des responsabilités qui devient préjudiciable dans l'organisation publique aujourd'hui. Et la ville, la municipalité, elle en subit aussi un peu les conséquences. Alors, je ne vais pas rentrer dans le dialogue, enfin le débat plutôt ville-interco, est-ce qu'il faut maintenir des intercos ou pas, ou est-ce qu'il n'y a pas un niveau trop dans l'organisation de l'action publique en France. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais juste vous prendre un exemple pour vous montrer à quel point l'éclatement des responsabilités devient ridicule et contre-productif. J'en viens au logement social. Ouais, le citoyen, il va sans doute voir d'abord le maire quand il a besoin de rencontrer quelqu'un et qu'il a une demande de logement social. Le maire, il a une possibilité d'action sur le logement social à travers ce qu'on appelle son contingent. C'est-à-dire qu'il y a une petite proportion de logements sociaux qui, à la rotation, sont mis à sa disposition et il peut flécher des candidats avec une certaine transparence et un examen en commission d'attribution du logement social. Bon, sauf que c'est pas si simple parce que derrière, en fait, on a plein de réservataires potentiels sur le parc de logement social. Ces différents réservataires ont tous des objectifs dans tous les sens en matière d'attribution. L'État a un public qui est réservé. On a Action Logement qui cherche à loger des gens qui sont aujourd'hui des salariés, donc ils correspondent plutôt à la cible du monde de l'entreprise. Donc la collectivité est plutôt tournée vers sa population. Le bailleur peut de temps en temps avoir un petit levier d'action. Et par ailleurs, on va leur dire, vous allez vous occuper du premier quartile, c'est-à-dire le truc le plus technique qui existe, qui est incompréhensible pour le commun de nos concitoyens. Donc le premier quartile, c'est-à-dire les ménages qui sont dans le premier quart de revenus de la population dans la demande de logement social, sachant que cette valeur qui permet de définir si c'est dans le premier quart ou pas, ça change tous les ans. Et ça ne change pas en début d'année, ça change en milieu d'année par ailleurs. Ensuite, on va vous dire qu'il faut vous occuper des DALO, c'est-à-dire les ménages qui sont identifiés par l'État. Et là aussi, les DALO, c'est tous les réservataires à un moment donné qui s'en préoccupent. Vous allez vous occuper aussi des autres publics prioritaires, parce que les DALO, c'est bien, mais il y a quand même d'autres urgences sociales auxquelles il faut répondre. Donc aujourd'hui, quand vous présentez ça, le truc, il est incompréhensible pour nos concitoyens. Et donc on a un vrai besoin de simplification et surtout un vrai besoin de dire qui est responsable de quoi dans cette politique publique. Le maire, il délivre des permis de construire, le bailleur social, il va chercher des financements. Ces financements, c'est au niveau des collectivités et au niveau de l'État. L'État, il va délivrer des agréments. Un jour, il va vous dire, c'est important de produire, allez-y, allez-y. Puis de l'autre, c'est en fonction de l'interlocuteur que vous avez au sein des services de l'État, il va vous dire, ah, mais là, vos loyers, ils sont trop élevés, donc il va falloir les diminuer si vous voulez produire votre logement. Donc, en fonction de à qui on parle au sein de l'État et au niveau de responsabilité au sein de l'État, vous n'avez pas non plus le même discours. Et à la fin, on ne sait pas qui est en fait responsable du manque aujourd'hui de fonctionnement de cette politique du logement. On a cet éclatement des responsabilités et rien que sur cette politique publique, si on la remettait à plat, je pense qu'on parviendrait peut-être à rendre un acteur responsable, un acteur qui contrôle et un acteur qui est copilote de l'action du bailleur. C'est clair que du logement social, le faire sans travailler étroitement avec la collectivité, la municipalité et les services de la ville, ça paraît compliqué. Mais après, il faut laisser le bailleur en responsabilité sur les objectifs qu'il doit faire en matière d'attribution. C'est parce qu'à la fin, il faudra aussi sanctionner quelqu'un si on n'y est pas. Et ça, en France, en fait, si vous regardez sur toutes les questions de politique publique, en fait, il y en a des tas où on a dilué les responsabilités, on a plein de personnes qui sont responsables, on a plein de bouts de moyens de temps en temps, ou alors on dépend complètement des dotations de l'État. En fait, il faut aussi, si on revient sur l'échelle de la ville et comment on arrive à avoir de l'impact, il faut avoir des moyens, une responsabilité, des contrôles. Et se limiter déjà à ça. Et au moins, derrière, quand le citoyen il vient voir l'élu, il sait que si ça ne marche pas, en même temps, l'élu qu'il a face à lui, il avait tous les moyens d'agir. Et donc, il peut le sanctionner, ou au contraire, s'il est content, il peut le réélire. Ça, c'est vraiment... Enfin, je dépasse, excusez-moi, le sujet de la ville, mais c'est de façon plus générale sur l'organisation de l'action publique et des services publics en France. Est-ce que vous voulez réagir avant qu'on passe la parole au public ? Peut-être revenir sur l'aspect de concertation. Il y a une anecdote que je souhaitais citer. Effectivement, la manière dont on a en fait de faire participer les citoyens est extrêmement importante aujourd'hui.
Et effectivement, on peut tomber dans cet écueil-là où, à un moment donné, lorsqu'on aborde un certain nombre de choses, eh bien, on a trop tendance, en tout cas les élus ont trop tendance à nous dire, effectivement, attention, ne pas ouvrir ce sujet-là parce qu'on n'est pas en capacité de le faire. Je pense qu'en fait, c'est se tromper, enfin, c'est mal entrevoir en fait, le sujet de la participation citoyenne. Il y a parce que, avant toute chose, lorsqu'on travaille, lorsqu'on organise un atelier, lorsqu'on organise une réunion publique, lorsqu'on organise ces temps-là en fait, de démocratie, quelque part en continu, des mots de démocratie locale, eh bien, c'est des temps pour écouter et parler en fait, avec ses concitoyens. Et je pense que souvent, bien souvent, moi, on fait aussi pas mal de réunions publiques, pas mal d'ateliers, et je me souviens en fait d'un directeur général des services qui, à un moment donné, on arrive en fait dans une réunion publique et il me prend à part, il me dit ok, il y a combien de personnes en fait qui sont là? Je lui dis en fait voilà, il y a une trentaine de personnes. Ok, ah oui, donc du coup ça n'a pas bougé là depuis hier. Je lui dis non, ça n'a pas bougé. Ok, bon ça tombe bien parce que du coup j'avais fait tout le listing, donc j'ai bien regardé, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de personnes qui vont nous embêter. Je me dis mais en fait de quoi, enfin où on est en fait. Si c'est ça le rapport en fait des personnes qui administrent en fait les villes à leurs administrés, en fait on est mal quoi. Et donc du coup et par ailleurs souvent en fait quand on fait intervenir, par exemple quand on intervient pareil dans ce type de démarche là, ça paraît anecdotique, mais je parlais de la question du soin tout à l'heure beaucoup, et ces moments sont aussi des moments de soin quelque part. Parce qu'en fait, ils permettent aussi de valoriser la parole des personnes et de considérer, de leur faire prendre conscience en fait, qu'ils ont une place et que cette place-là, elle est importante aussi dans la fabrication de la ville, tout simplement. Mais pour cela, il faut aussi créer quelque part l'espace propice à ça. Et souvent, vraiment, ça va paraître anecdotique, mais parce que ça ne l'est pas du tout, on amène systématiquement à manger, en fait, dans ces moments-là, ou à boire. Et souvent, en fait, les élus ou les gens de l'administration publique nous regardent un peu avec des gros yeux, enfin, en rigolant, ou comme si c'était pas important. Ah tiens, vous avez pris des chiffres, ça c'est rigolo. Nous, on n'en prend jamais. Ah oui, c'est peut-être là un problème, en fait, en réalité, parce que vous allez passer un moment, en fait, sympathique, en fait, avec vos concitoyens. Et finalement, dans ces moments-là, je ne sais pas pour vous, mais souvent, on a ce problème-là, c'est-à-dire qu'en fait, ces moments-là sont vécus ou appréhendés, et c'est ce qu'on essaie de faire bouger, comme un moment où, en fait, de confrontation, quelque part. Et on se limite à ça. Et donc, du coup, on fait tout pour éviter la confrontation et on n'aborde pas les sujets réels. Et quelque part, du coup, on manque quelque part, en fait, cet espace démocratique-là. Et je pense que voilà, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, compte aussi en fait dans la manière de redonner une place en fait aux citoyens dans la fabrication des villes. Peut-être qu'on peut laisser la parole au public ou même à Monsieur le maire s'il a envie de réagir. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Ouais. Je vous apporte le micro. Juste une curiosité, vous avez parlé de départements avec des projections donc, dans les années 50 et plus de vieux. Est-ce que vous pourrez nous citer un peu comment ça se situe en France? Et est-ce que dans la région Île-de-France, il y a des secteurs comme ça de vieux, entre guillemets, où ça va se poser des problèmes dans 25 ans? Je profite d'avoir le micro, du coup moi j'avais deux petites questions. Sur ce que disait, d'abord Cédric, tu as mentionné le fait que aujourd'hui les loyers dans tout un pan chez les bailleurs sociaux sont trop faibles, sont restés au niveau d'avant et du coup ne permettent pas les réinvestissements, les évolutions qui sont nécessaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui est en cause ici? Est-ce
on a des politiques, des lois à faire changer, des décrets à prendre concrètement. On peut imaginer quoi comme mesure pour lever ça, et du coup c'est quoi les conséquences? Parce que j'imagine que si on augmente les loyers ici, voilà, ça fait ensuite potentiellement des déplacements de population par là. Et donc est-ce qu'on a étudié ça? Et puis une seconde question pour Yoran et Frédéric sans doute. Vous avez beaucoup parlé de remettre de l'humain avec différents prismes, notamment dans la discussion entre le politique et l'habitant. Est-ce que vous penseriez que ce serait pas mal d'avoir, c'est d'utilité publique au fond, qu'il y ait des gens comme vous qui portent ce message-là, parce qu'il y a des maires hyper bons dans la relation avec leurs habitants, il y a des maires plus techniques, enfin maires politiques en général, quelle que soit la strate qu'on se place. Et au fond, est-ce que ça ne serait pas utile, puisque c'est d'utilité publique, qu'on ait un service public ou un organe public qui vienne accompagner les politiques aussi sur ces aspects-là? Il ne s'agit pas d'apprendre à quelqu'un à faire son métier mieux que lui, mais politicien, ce n'est pas un métier. Et par contre, la relation et l'humain, c'est des choses dont vous êtes spécialisé. Voilà. Comment on pourrait progresser aussi là-dessus collectivement? Bonjour, je suis M. Afrat, je suis représentant locataire CGT Indécause à Barrière auprès de CDC Habitat, numéro 2 France. Donc je suis le deuxième représentant au niveau France, ainsi que référent de la ville. Monsieur Haddad me connaît parfaitement. Et je suis aussi le vice-président de l'association CDAQL sur Édouard Branly. Donc là, monsieur, là, je vais vous interpeller parce que là, vous avez dit quelque chose là, qui m'a un peu choqué, parce qu'il y a des locataires qui viennent d'emménager sur Sarcelles ou qui viennent de l'extérieur de Sarcelles pour le même type de logement, ils payent le double. Donc il faut plutôt niveler les loyers ou les rabaisser. Quand vous avez des F3 à 900 €, monsieur, c'est pas possible. Donc vous voulez augmenter les loyers, c'est pas possible, on ne peut pas aller dans votre politique. Et les logements qui sont neufs, excusez-moi, ce sont des passoires thermiques. Au Sadon, c'était des passoires thermiques, monsieur. Donc voilà, moi ma question est de stabiliser les prix des loyers plutôt. Je vais reprendre la réponse, c'est moi qui ai peut-être suscité cette réaction. La question, c'est pas d'augmenter de façon générale les loyers dans le parc social. La question, c'est aujourd'hui, en fait, on constate des problèmes de mixité sociale dans la façon dont l'offre de logement social a été développée en France depuis 40 ou 50 ans. Et donc aujourd'hui, en fait, on a, dans les opérations les plus historiques, des loyers qui sont relativement bas, sur des patrimoines où parfois il y a eu des investissements en matière de réhabilitation énergétique. Donc moi, je ne vous parle pas de passoires thermiques, je vous parle de résidences sur lesquelles le bailleur, avec la collectivité, vont faire des travaux. Et à ce moment-là, quand il y a des travaux et quand il y a une rotation de locataires, on peut se donner la liberté de pouvoir augmenter ses loyers, puisque à la fin, la quittance est moins chère. Parce que si vous regardez à la fois le loyer et les charges, on a eu une action qui permet de réduire les charges locatives. La question de fond derrière la politique des loyers, pour répondre à Pierre plus précisément, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui ont été créés par différentes lois, mais qui n'ont jamais été utilisés par les bailleurs sociaux, parce que c'est tout simplement des usines à gaz. Et donc, si on veut les mettre en œuvre, il faut développer toute une technicité du côté du bailleur social. En fait, le truc le plus simple qui serait à faire, c'est d'imaginer des recettes locatives qui sont contractualisées entre l'État et le bailleur social, avec une possibilité d'augmenter ces recettes locatives en fonction des efforts qui sont réalisés en matière de développement, c'est-à-dire ce que je fais pour construire une offre supplémentaire, les efforts qui sont réalisés en matière de réhabilitation, notamment pour supprimer progressivement les passoires thermiques EFG, et surtout les efforts qui sont réalisés aussi en matière d'attribution. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de supprimer les obligations qu'ont les bailleurs sociaux et les réservataires pour une partie des ménages les plus fragiles. Il s'agit au contraire de veiller à ce qu'il y ait toujours ces objectifs qui soient respectés. Mais par contre, dans une logique où on donne beaucoup plus de marge de manœuvre au bailleur social de façon à ce qu'il fasse cette péréquation des loyers sur l'ensemble de son patrimoine. Et c'est là où l'État aurait un rôle, mais uniquement de contrôleur, a posteriori, c'est-à-dire qu'il s'assure que les objectifs sont respectés. Et donc, du coup, il permet au bailleur social de, quelque part, reconstituer des fonds propres à investir par la suite dans son patrimoine. Oui, mais pour rebondir par rapport à ce que disait monsieur, après il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'on rentre dans le logement social en respectant des plafonds de ressources?
Le logement social, c'est un produit qui est issu donc de financement public. Est-ce que c'est normal que, quel que soit mon revenu, je paye le même loyer quand je rentre dans du logement social? Est-ce qu'à un moment donné, du coup, ce système du loyer unique, il est juste? Quand on parle de pouvoir d'achat et qu'on s'intéresse au reste à vivre pour les ménages, est-ce que finalement, la logique ne serait pas plutôt d'avoir cette marge de manœuvre sur la pratique des loyers dans le patrimoine social et que le loyer il soit calibré en fonction des ressources du ménage? Et donc, quelque part, qu'il y ait une dynamique qui soit adossée aux ressources des ménages, de façon à ce qu'on ait un taux d'effort, comme pour l'impôt, qui progresse en fonction de ses revenus. Ceux qui n'en ont pas beaucoup, ils auront un faible loyer, et ceux qui augmentent progressivement, ils payent plus de loyer. Et quelque part, on sort du débat aussi qu'on a sans cesse sur le droit au maintien dans les lieux et les suppléments de loyer qui sont toujours compliqués à mettre en place. Peut-être Frédéric Gilly, ouais, sur la première question. Alors, les territoires concernés par un potentiel crash, c'est plutôt les départements ruraux du centre-ouest de la France. Pas tous les départements ruraux, hein. Il y a toute une partie des départements ruraux dans le Jura, dans le sud-est, voire une partie du nord-est, pour des raisons différentes, le nord-est étant de plus en plus arrimé à ce qu'on appelle l'arc rhénan. Vous avez une reprise industrielle qui fait qu'une des raisons pour lesquelles les gens partaient, c'est-à-dire il n'y a pas de boulot, est en train de s'inverser. Donc pour la région parisienne, il n'y a pas de risque manifeste d'effondrement, on a même plutôt des tensions répétées permanentes sur le marché immobilier. Et avant que ça s'inverse, il va falloir quand même beaucoup de construction et d'investissement. En revanche, ce qui peut se passer, et notamment sur des départements comme le Val d'Oise ou la Seine-et-Marne, où la dynamique démographique a été massive dans une période très brève, sur une période de temps très brève, à l'échelle de l'histoire, hein, c'est que vous avez des lotissements entiers, par exemple, qui vont vieillir en même temps. Et donc vous allez avoir des problématiques de bascule démographique simultanée alors ça ne va pas effondrer les marchés locaux, en revanche ça peut poser des vrais problèmes et en même temps des vraies opportunités de déploiement de politiques publiques. Des vrais problèmes parce qu'en fait ça veut dire que vous allez voir apparaître en 2-3 ans des besoins massifs sur un type de politique publique. Et alors avant que les acteurs publics, municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux ou nationaux, selon la compétence de qui c'est, se saisissent de ce problème-là dans ce quartier-là. Voilà. Mais ça peut aussi ouvrir des opportunités. J'ai par exemple pas mal travaillé sur la question de création de chaudières collectives dans le périurbain, dans les Vosges, où le vieillissement de la population périurbaine a déjà bien avancé. Et en fait, ça crée des besoins un peu simultanés au même moment. Et donc, vous avez la possibilité de créer des coopératives locales d'usagers, plus ou moins aidées ou poussées par les collectivités, par les mairies, parce que vous avez simultanément le même type de besoin. Mais ça, pour le coup, on n'est pas organisé pour envoyer à la question qui était également posée. Ça supposerait que la puissance publique mette des outils à disposition pour créer ces coopératives d'usagers ou ces initiatives de participation citoyenne ou de je ne sais quoi, pas forcément pour qu'il y ait des prestats qui s'en occupent, mais pour que les collectivités soient capables de s'en saisir. Sur la question pure et simple de la participation, en fait, vous avez un organe national qui s'appelle la Commission nationale du débat public, qui, de mon point de vue, travaille complètement à l'envers, à la fois dans ses objectifs et comme dans ses moyens. C'est précisément un organe qui fonctionne de point de vue procédural et pas du point de vue, en fait, avec des évaluations sur on coche la case, pas si ça a marché, on coche la case si on l'a fait. Il n'y a pas d'étude d'impact, il n'y a pas d'évaluation. On n'évalue pas une démarche de concertation en fonction de l'impact qu'elle a eu sur l'amélioration du projet ou du bien-être des habitants. On évalue une démarche de concertation si on a bien respecté les procédures. En fait, si respecter les procédures, c'était garantie de succès, ça se saurait, quoi. Et le deuxième sujet, moi ça m'arrive pas mal d'accompagner des collectivités locales dans la mise en place elle-même de dispositifs participatifs, mais dans la transformation de leur politique publique. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de faire des démarches participatives à tout bout de champ. Il s'agit plutôt de transformer la façon dont fonctionnent les services publics.
Vous avez besoin de faire des démarches participatives pour amener les jeunes à participer dans les instances. Si vos services publics n'intègrent pas de manière native la préoccupation d'aller chercher les jeunes quand ils réfléchissent. Et donc c'est plus une injonction à faire fonctionner les services publics de manière différente. Et après, sur des projets ou des occasions spécifiques, où il y a un besoin spécifique d'un apport extérieur, pourquoi pas, qui demande une technique particulière. Mais en réalité, on a plutôt un problème aujourd'hui, à mon sens, de mise à distance du citoyen et de l'usager dans nos services publics, qui, résultat, génère un besoin de concertation. Mais en fait, il ne faut pas répondre à ce besoin de concertation. Il faut traiter le problème à la source en transformant la façon qu'on a de construire et adresser les services publics. Merci. Du coup, c'est très bien parce que ça me donne une possibilité de faire une suite à ce que vous venez de dire. Je pense qu'en fait, il y a un premier sujet, je voulais répondre à ta question, Pierre, mais c'est l'un des premiers sujets, à mon avis, et l'un des premiers conseils en fait, qu'il faudrait donner dans le cadre de cette hypothétique formation. C'est la question de l'expertise d'usage, c'est-à-dire en l'occurrence celle des habitants, celle des acteurs locaux. C'est l'idée de considérer qu'en fait, d'adresser aux élus et aux services des collectivités, de se dire qu'en fait, ils n'ont pas toutes les réponses. Et que bien souvent, en fait, les acteurs locaux, les habitants, ont aussi en fait des réponses. Parce que ces personnes-là, en l'occurrence, sont usagères. Et donc à partir de là, ont une expertise en tant qu'usagers. Et je pense que, ça pour le coup, ça demande vraiment un vrai travail en fait de prise de conscience en fait des collectivités, que effectivement la participation citoyenne n'est pas uniquement faite pour faire de la participation citoyenne et pour cocher une case de cette participation citoyenne qui est obligatoire sur bien des sujets, mais au contraire pour aller comprendre les réalités locales, les réalités vécues, les situations en fait des individus, et comprendre et partir des situations quelque part nous aide quelque part aussi à comprendre, à prendre en compte en fait les vulnérabilités qui existent dans notre société, et à se dire que en fait le projet urbain, le projet de transformation de la ville peut être une opportunité quelque part en fait pour répondre à ces mêmes vulnérabilités. Et pour ça, bien souvent, les acteurs locaux, ce que j'appelle les acteurs locaux, ce sont les commerçants, ce sont les acteurs de proximité, les associations locales, sont considérés bien souvent comme des acteurs de la ville par ces mêmes collectivités, je veux dire, qu'il s'agit de ménager, qu'il s'agit de pas trop froisser, qu'il s'agit dont on peut aussi se méfier quelque part. Alors que, au contraire, en fait, ce sont ces acteurs-là qui prennent en charge au quotidien les vulnérabilités, dont la collectivité ne peut pas tout prendre en charge, et que en fait, les associations locales prennent en charge en fait, le soin dans notre société. Et donc, forcément, si on se dit ok, le projet urbain qu'on va développer, ou en tout cas la politique publique qu'on va développer, va devoir répondre à ces besoins, et bien en fait l'expertise d'usage de celles et ceux qui prennent en charge le soin dans notre société est particulièrement fondamentale et particulièrement nécessaire. Et donc quelque part en fait, on est dans une autre logique en fait de la concertation, c'est-à-dire qu'en fait la concertation ne sert pas uniquement à faire participer pour faire participer, mais à comprendre réellement les besoins. Et comment demain, en fait, on va plus seulement se dire c'est elle ou elle qui va prendre en charge en fait cette vulnérabilité, mais quelque part en fait on va partager en fait cette responsabilité à l'échelle d'une politique municipale, à l'échelle d'un projet urbain. Voilà. Parfait. Une dernière question, peut-être devant. Sur les questions de politique publique, y compris au niveau de la ville, alors sous deux aspects. Il y a eu un rapport intéressant du CESE
Conseil économique, social et environnemental, sur droits sociaux, accès et effectivité, qui est intéressant parce que, au-delà de la question de ce qu'on sait des non-recours aux droits sociaux, il posait le problème de l'effectivité. Et derrière, il y a des passages très intéressants sur la construction, ou plutôt la co-construction des politiques publiques, avec les gens qui sont intéressés. Et moi, ce qui me paraît intéressant, parce que c'est pas simplement le fait de se dire on a pris en compte des demandes des habitants ou les habitants ont pensé un truc, c'est aussi qu'avec les élus politiques qui, finalement, derrière, ont la responsabilité de l'arbitrage, y compris de l'arbitrage budgétaire. Ils en sont comptables, c'est pas un mince sujet, surtout dans une commune comme celle-ci. Ça permet aussi d'avoir un dialogue qui est nourri sur le fond, pas simplement le fait de dire on met une boîte à idées et puis on regarde après et on fait le tri, qui peut permettre d'ailleurs à des élus ou à des responsables administratifs de faire prendre en compte certaines réalités à des habitants qu'ils n'avaient pas forcément. Ça c'est le premier point, c'est quand même une autre logique, et là on est bien dans l'humain. Et le deuxième aspect, c'est le corollaire en matière de politique publique, parce que moi ce que j'observe, pour regarder un certain nombre de contrats locaux qui ont été établis avec diverses autorités. On a ça sur la cité éducative, on a ça sur le contrat local de santé, mais on a ça en matière de politique de la ville. C'est qu'en gros, on est dans des schémas où l'État, généralement, parce que c'est lui qui a la main, soit par le biais de la préfecture, soit par le biais de l'ARS ou des deux, fixe un certain nombre de caps, enfin le cadre dans lequel on s'inscrit. Dans ce cadre-là, il y a des négociations, des discussions qui se font avec les élus ou les responsables d'autres institutions partenaires. Ça peut être la CAF, ça peut être la CPN, ça peut être autre chose. Et puis à un moment donné, on a un certain nombre d'actions qui sont définies avec des associations, mais dans lesquelles c'est un système finalement qui s'est mis en place depuis 20, 25, 30 ans, dans lequel on est passé d'une logique de on subventionne les associations qui font quelque chose sur un territoire de façon globale et de façon pérenne, au fait de techniciser, un peu comme on technicise, j'allais dire, les professionnels ou les citoyens, en disant il y a un contrat, donc il faut faire une fiche avec un programme, vous faites ceci, 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 cela, vous avez des fonds pour le faire, parce que vous savez gérer, vous avez la souplesse. Donc il y a les associations qui font, parce qu'à un moment donné, c'est la manière pour elles de maintenir l'emploi des personnes qu'elles utilisent, mais, j'allais dire, on perd de vue le côté transversal de l'intervention. Donc ça c'est un vrai problème dans la gestion des politiques publiques, parce qu'on est passé finalement de choses qui étaient plus participatives au plan local, alors, y compris parce qu'un élu qui subventionne avait la possibilité, qu'il n'utilisait pas toujours, mais d'aller vérifier ce qui se faisait et comment ça se faisait, pas simplement sur un compte-rendu de bilan administratif, mais sur le fait d'aller voir in situ comment les choses se passaient, mais pas toujours. Enfin, moi j'ai été d'éducation nationale, j'ai fait des projets pour avoir quelques subventions pour des actions dans mon école. Jamais je n'ai eu de demande de retour. Donc c'est-à-dire que c'est un système qui ne fonctionne pas, qui fonctionne moins bien que si on avait donné une allocation à une école pour pouvoir faire quelque chose en autonomie. Mais dans ce système-là, on est dans des logiques de technicisation qui font qu'on perd de vue ce qui était finalement la logique du tissu associatif auparavant, alors qui nécessitait sans doute un peu plus de rigueur dans l'évaluation, le suivi, le contrôle, les associations qu'on doit subventionner pour elles-mêmes, mais c'est un vrai sujet. Et la question, ce serait de pouvoir retrouver un mix entre les deux, c'est-à-dire le fait que l'État se dise, pour mettre en place un certain nombre de politiques publiques, pour des objectifs que je définis moi, j'ai besoin du champ associatif qui sait faire, qui a la souplesse, qui connaît le terrain sur des actions ciblées, mais il y a le problème aussi qui se pose de façon plus générale. Alors, même si globalement au niveau de la commune, il y a des logiques de subventionnement qui sont plus souples et qui sont pratiquées, mais j'allais dire globalement c'est quand même un problème finalement où le secteur associatif, tiers secteur plus largement, devient un sous-agent de la fonction publique, ce qui n'était quand même pas sa mission d'origine, et ce qui ne garantit pas forcément non plus un fonctionnement efficient. Parce que là aussi, j'observe qu'on est vraiment dans des parcellisations de tâches. Ce qui rejoint, comme on disait tout à l'heure, sur son contrôle, qui est responsable et
sais pas si quelqu'un veut rebondir, mais sinon ce sera le mot de la fin. Frédéric, non, c'est bon. Bon, merci Luc pour le témoignage. Merci aux derniers survivants de la journée d'être restés jusque-là. Merci surtout à nos intervenants. Julie vraiment devait partir à 40 piles, donc elle est partie. Encore merci pour ce riche échange qui est donc filmé, qui sera en rediffusion. Et puis l'idée c'est qu'en conclusion de ces 2 jours de bloc, on fasse aussi des actes qui serviront à la proposition de politique publique dans la mesure du possible. C'est ce qu'on se sera dit, mais ce soir en particulier était très riche là-dessus. Merci beaucoup et merci au public.